Bien, bonjour à tous et bon appétit. Nous sommes déjà en avril. Voilà, c'est parti pour le mois d'avril et la fête du crabe, quelques jours. Et à Désirade, ce sera la fête du cabri. Donc, les fêtes, c'est parti. On va recevoir dans un instant deux femmes. On va parler de la grossesse avec Céline Eugène. Bonjour. Et avec aussi Anaëlle Urbino, bonjour. Bonjour. Ce sont des spécialistes. On parle un petit peu du suivi de la grossesse parce que c'est important. Dans un pays où les femmes, où les gens vieillissent, on a besoin d'enfants. Il faut que ces enfants soient préservés grâce aux soins qui vont être prodigués. Ça, c'est dans le cadre du travail fait par le conseil départemental. Un peu plus tard, vers 13h, on aura un débat sur les femmes et le journalisme au féminin, avec 4 journalistes guadeloupéennes connues. On va les présenter devant. Et puis on va terminer avec la chronique digitale Fort Progrès avec Francis Martin. Sinon, l'actualité ce midi, c'est la signature à Trois-Rivières de le contrat de Ville Bleue d'Avenir avec Olivier Félix. On fera un point. Le maire était là. L'édition Boulevard à Sainte-Anne, la première édition de Boulevard à Sainte-Anne. Maxime Morel a fait le reportage, on va en parler. L'ouverture de la fête du crabe, bien oui, j'en parlais. Depuis vendredi à Morne-à-l'eau et dans tout le Nord-Grande-Terre, crabe qui est des rois. Et les gens qui mangent crabe, les crabiers seront contents. Et puis, symposium sur les maladies auto-immunes. Olivier Moradel s'est rendu sur place pour cette réunion qui s'est faite au World Trade Center. Et puis on va terminer par la conférence sur au Sénat sur la continuité territoriale. C'est très important puisque vous le savez, premièrement, en ce moment, entre la Guadeloupe et la France, les billets d'avion ont explosé. Et sur les îles Marie-Galante, Désirade, les Saintes aussi, la continuité territoriale, le problème va se poser. Particulièrement ces jours-ci à Marie-Galante, puisqu'il y aura Terre de Blues et à Désirade, je vous l'ai dit, via ce qu'on appelle la fête à Cabrit. Alors, voilà de quoi nous allons parler avec vous ce midi. Merci d'être avec nous en direct de la radio aussi, puisque vous êtes en direct sur Radio Tension et sur C10 FM. Et merci d'être présent tous les midis avec nous, du lundi au vendredi. Alors, santé de la femme, le suivi de la grossesse, Madame Eugène, on va commencer par vous. Comment ça s'organise pour une femme à partir de du premier mois, deuxième mois, troisième mois? Alors, quand une femme est enceinte, déjà la grossesse, ça se prépare dans le meilleur des mondes. Donc, on incite beaucoup les femmes à consulter avant d'être enceinte pour vraiment faire le point sur leur état de santé. Et, avant même d'être enceinte? C'est mieux. Oui. Une maman en pleine forme, elle fera des bébés en pleine forme, de bonne qualité. Elle aura de bons œufs, comme on dit. Donc, on va inciter les femmes à venir consulter en amont, vraiment préparer cette grossesse physiquement, mentalement également, qu'elle puisse déjà se projeter, qu'elle sache déjà ce qu'elle est prête à mettre en place pour accueillir cet enfant. Oui. Et une fois que la grossesse est en cours, de se rapprocher de sa sage-femme le plus tôt pour pouvoir faire le point sur les démarches, les bilans sanguins, les consultations, de faire un petit peu le calendrier du suivi de grossesse. Alors justement, Mme Urbino, elle est sage-femme. Alors quel est le rôle de la sage-femme aujourd'hui? Je crois que je vous assure, je crois que c'est un métier qui avait disparu. Ah non, pas du tout. Et je pense que c'est un métier qui ne va jamais disparaître. Donc la sage-femme, le métier de sage-femme, c'est une profession médicale à compétences limitées. Donc, on a des missions qui sont diverses et variées. Effectivement, avant, on pensait que la sage-femme, elle faisait que les accouchements, mais on retrouve la sage-femme, alors effectivement, dans la salle d'accouchement. Elle fait des suivis de grossesse, des suivis de grossesse à risque. On fait des visites à domicile, on fait des suivis de contraception, des suivis gynécologiques. On réalise des frottis, on fait par la suite, après l'accouchement, des suivis dans le postpartum pour s'assurer du bon lien mère-enfant. Enfin, on fait énormément de choses. Il y a des sages-femmes qui pratiquent des échographies aussi. Donc, les missions sont larges. Vous faites autant que le médecin, alors? Non, on ne peut pas se substituer au médecin. Non, mais je n'ai pas dit ça, mais vous faites autant. Je n'ai pas dit qu'on fait plus. On fait pas mal de choses. Pas mal de choses. Oui. Et vous intervenez à partir de combien de mois? On intervient dès le début de la grossesse et avant aussi, puisqu'on fait de la gynécologie. Donc, on intervient... Avec le gynéco, vous intervenez? Non, on intervient... Alors, si la grossesse, elle est physiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pathologie... C'est quoi une grossesse physiologique? Je ne sais pas. Une grossesse physiologique, c'est une grossesse où on n'aura pas de pathologie. Donc, c'est-à-dire, on n'aura pas de diabète, hypertension, où les choses seront normales, entre guillemets. Et donc, la sage-femme, dans ce cas-là, elle peut suivre la grossesse du début à la fin.
Oui. Et donc, ça commence, Madame Eugène, par la visite médicale. Après, je crois qu'il y a un carnet médical, c'est ça? Alors, un carnet de grossesse, je crois. Il y a un carnet de maternité. De maternité, voilà, qui est édité par le conseil départemental. Donc, oui. Tous les professionnels de la périnatalité ont accès à ce carnet et donc ils peuvent le remettre à la patiente, au couple, dès le début du suivi. Et donc, dans ce carnet, on va inscrire à chaque consultation toutes les données médicales. Et dans ce carnet, la patiente va retrouver aussi beaucoup d'informations sur le régime alimentaire, les droits auprès de la CAF, de la sécurité sociale. Et en fait, ce carnet, elle va le garder avec elle jusqu'à l'accouchement. Comme ça, au moment de l'accouchement, on pourra voir l'évolution de la grossesse et s'il y a eu une apparition de pathologie ou de quelque chose de particulier. Alors, je pose la question à la sage-femme. Peut-être aussi vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'on appelle une grossesse à risque? Une grossesse à risque, donc c'est une grossesse où on a des risques, malheureusement, que ça se termine pas bien, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc, comme je disais, ça peut être, on peut développer du diabète, de l'hypertension, on peut avoir une menace d'accouchement prématuré qui peut entraîner un accouchement prématuré, toutes les conséquences qu'on sait pour l'enfant, on peut avoir un retard de croissance. Donc, les risques sont divers et variés, ça peut être aussi bien médical que psychologique aussi. Oui. Donc, voilà. Mais on le sait dès les premiers mois, dès les premiers jours, ou bien ça, c'est pendant le processus que ça se sait? Alors, on fait au départ un interrogatoire, donc on peut déceler déjà des risques à la première consultation, mais il peut y avoir des risques qui apparaissent au milieu de la grossesse, en fin de grossesse, la veille de l'accouchement, voilà. Oui, alors, je pose toutes les questions que je peux. Alors, par exemple, une femme peut subitement se dire, bon, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mes règles, mais je ne suis pas sûre d'être enceinte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, effectivement, il faut qu'elle se rapproche de sa sage-femme, de professionnels de santé. À ce moment-là, on va faire des tests, tests sanguins pour effectivement voir s'il y a grossesse. Et si effectivement elle est enceinte, à ce moment-là, on va mettre en place le suivi, la première échographie. On a une série d'examens obligatoires à réaliser. Et effectivement, on lui donne ses rendez-vous pour les prochaines consultations parce que les femmes ont la chance d'être très bien suivies tout au long de leur grossesse. Oui. Donc, il faut qu'elles en profitent. Alors, l'autre question, bon, à mon époque, quand je suis née, ça n'existait pas. Mais maintenant, on peut savoir que si c'est un garçon ou une fille. Oui, tout à fait. Oui. Grâce à l'échographie, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Oui, c'est l'échographie qui permet ça? Oui, l'échographie. Oui. Bon, alors, l'autre cas à l'envers, là, maintenant, on va prendre à l'envers. Est-ce que vous intervenez quand une femme ne veut pas de l'enfant? Ce qu'on appelle l'IVG. Alors... Madame Eugène, peut-être? Alors, on fait ce qu'on appelle des consultations pré-IVG, c'est-à-dire qu'on fait un entretien pour discuter avec la personne qui a cette décision qui n'est pas facile à prendre. Et à ce moment-là, si le souhait de réaliser une IVG est vraiment clair, on l'oriente vers un service... C'est-à-dire clair, c'est-à-dire? Si la dame est sûre de sa décision, qu'elle souhaite faire son interruption de grossesse, à ce moment-là, on l'oriente vers un service habilité, donc soit à Palais Royal. Qui n'a rien à voir avec vous? Nous ne faisons pas d'avortement. Non, mais je veux dire, ce n'est pas votre service qui gère ce Au sein du conseil départemental, non. Par contre, nous avons des sages-femmes libérales qui le pratiquent, qui font des IVG médicamenteuses. Des sages-femmes qui font des IVG maintenant? Certaines sages-femmes sont habilitées à faire des IVG médicamenteuses, donc par voie médicamenteuse, pardon. Bon. Alors, l'autre problématique que je passe en revue, à quel moment on sait que l'accouchement va être prématuré? Est-ce que ça se sait dès le départ ou bien c'est au fil des mois? Parce que souvent, j'ai entendu des femmes accoucher à 8 mois, je crois, peut-être même à 7 mois et demi, jamais à 10 mois quand même. Heureusement. Normalement, non. Alors, effectivement, un accouchement prématuré, c'est avant 37 semaines d'aménorrhée. Oui. Alors, on va examiner la patiente. On peut savoir dès le départ, effectivement. Dès le départ, on peut le savoir? On peut le savoir dès le départ, comme ça peut se savoir au milieu de la grossesse, c'est-à-dire qu'on va évaluer si le col il est modifié ou pas. Quand on fait l'examen vaginal, c'est le col qui nous permet de savoir si on est à risque de faire une menace d'accouchement prématuré, en fonction, effectivement, aussi des contractions que la patiente peut nous signaler. Donc, on peut le savoir dès le départ ou alors on peut le savoir au milieu de la grossesse qu'on est en menace d'accouchement prématuré. Je vois que dans le calendrier, il y a 7 consultations. La première étant réalisée avant 10 semaines.
Dans l'idéal, oui. Oui, dans l'idéal. Dans l'idéal, parce qu'il y a des femmes qui arrivent très tard, enfin très tard. Et vous les prenez en charge quand même si bien sûr, même si elles arrivent à 8 mois, on les prend en charge. Oui. Alors on dit 10 semaines parce que mieux on a de connaissances sur les antécédents. Par exemple, une dame qui a déjà accouché 3 fois prématurément, on va être plus alerté pour cette grossesse, on va la suivre différemment parce qu'il y a quand même un risque d'accouchement prématuré qui perdure. Alors, donc, il faut quand même bien regrouper tous les antécédents au préalable et savoir si elle travaille, si elle a un travail qui demande un effort particulier pour justement essayer de dépister les facteurs d'accouchement prématuré. Alors, Madame Urbino, peut-être trop jeune pour me répondre. Je vais poser la question à Madame Urgin. Aujourd'hui, les femmes font combien d'enfants en moyenne? Aujourd'hui, elles ne font pas beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, selon les statistiques, elles font 1,7 enfants en France. 1,7, c'est quoi 1,7? C'est un demi-enfant? C'est pas beaucoup, ce sont les statistiques. Oui. En fait, en Guadeloupe, malheureusement... le moment où vous avez commencé à travailler, j'imagine, c'est pas la semaine dernière, et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué? Alors, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans? Oui, et c'est vrai qu'elle faisait beaucoup plus d'enfants. Oui. Et alors, en PMI, nous avons une grande partie de notre patientèle qui vient des îles de République dominicaine, d'Haïti et de Dominique. Oui. Où on voit que ce n'est pas non plus la même tendance. Les étrangères haïtiennes dominicaines font plus? Mais culturellement, elles font plus d'enfants. Nous, en France, je pense que la conjoncture actuelle fait que on a peut-être plus peur de faire des enfants. On a peur de faire des enfants? Mais peut-être. En tout cas, les femmes guadeloupéennes font moins d'enfants. Oui. D'où notre problème de vieillissement de notre population. Justement. Voilà. Mais alors, est-ce qu'à ce niveau, vous intervenez pas à ce niveau-là, vous encouragez les femmes à... D'inciter les femmes à faire des enfants? Oui. Enfin, les couples, même pas les femmes. Oui, les couples. Ben après, on veut bien inciter, mais après, c'est pas nous qui allons acheter le lait. C'est ça. Faire des enfants, c'est bien, mais les assumer, c'est mieux. S'en occuper, c'est mieux, voilà. C'est une charge. Donc, oui, bon, ça, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux Haïtiennes et aux Dominicaines? Vous leur dites aussi de se réduire un peu la voilure? On n'a pas de message particulier à faire passer. L'important, c'est de faire les choses de façon sécurisée, donc de bien se faire suivre et pour faire des bébés en bonne santé. C'est surtout ça. Alors, prenons le cas compliqué, une femme qui a un problème psychologique. Elle est enceinte, mais pour moi, soit elle ne sait pas, soit c'est le résultat de quelque chose qu'elle n'a pas souhaité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, on l'oriente. Alors, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Une grossesse qui n'était pas spécialement désirée. À la première consultation, j'ai vu la patiente, ça s'est bien passé. Puis à la deuxième consultation, elle s'effondre parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas osé me dire que ce n'était pas une grossesse désirée, elle avait honte. Donc j'ai bien vu que c'était très compliqué pour elle et je lui ai proposé de l'orienter vers la psychologue, ce qu'elle a accepté. Effectivement, tout au long de sa grossesse, elle a été suivie par la psychologue et ça s'est bien terminé. Et elle revient vers vous après? Oui, je continue. Oui. Son enfant est né, elle est très contente. Donc, D'accord. Ça s'est bien terminé. Donc on travaille en partenariat avec les psychologues et on oriente si besoin. Alors l'autre question qui se pose, c'est que je n'ai rien à cacher, ce n'est pas votre cas. Il y a de plus en plus de femmes quand même qui sont en obésité, c'est-à-dire surtout les jeunes femmes. Quel problème ça pose qu'une femme qui avant l'accouchement, enfin avant même la grossesse, a pris du poids ou est déjà très obèse, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? De ne pas faire d'enfant ou bien... Parce que, je sais pas, je pose la question, est-ce que le poids ne va pas doubler? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors non, on ne va pas lui conseiller de ne pas faire d'enfant. Même si elle a dépassé 100 kilos... Là, il faut qu'elle voie avec le médecin, l'endocrinologue, mais ce n'est pas la majorité de nos patientes. On a des patientes obèses, mais du moins, on n'a pas d'obésité morbide tant que ça. Oui. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention à son alimentation. Oui, quand justement. On est enceinte. Même avant d'être enceinte. Oui, bien sûr. On dit ça aux patientes, de faire attention à leur alimentation, de favoriser les fruits, les légumes, d'avoir une alimentation équilibrée, on évite le grignotage. Le but, c'est de limiter la prise de poids parce qu'après, ça peut avoir des conséquences sur le bébé. On peut faire des gros bébés, on peut avoir du diabète, ça peut avoir des complications à l'accouchement. On peut avoir des complications à l'accouchement, ça peut se terminer en césarienne. Donc voilà, on essaye... En césarienne, je ne suis pas sûr que c'est césarienne.
En césarienne, on va couper le ventre, entre guillemets. C'est pas un accouchement par voie basse. Ça, c'est le médecin qui fait ça ou la sage-femme? C'est ça. Non, c'est le médecin qui fait ça, c'est pas la sage-femme. Oui. Voilà. Donc, l'obésité, effectivement, peut entraîner des conséquences diverses et variées, plus ou moins graves. Donc, on essaie de limiter la prise de poids, favoriser l'activité sportive pendant la grossesse. Et est-ce que votre action va jusqu'à la protection maternelle de l'enfant, là, ce qu'on appelle la PMI? Oui, nous travaillons à la PMI, donc la protection maternelle infantile. On travaille avec des puéricultrices, des médecins. Effectivement, quand il y a des cas de violence, par exemple, on est amené à faire des signalements. On en parle à notre chef de service et puis ça peut aller plus loin au niveau social. Et autre chose, sujet très délicat aussi, du coup, je pose que les questions qu'il ne faut pas poser, mais enfin, il faut poser toutes les questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins, mais je pose la question à Mme Eugène, mais Mme Youbi ne peut répondre, plus ou moins de jeunes femmes enceintes? Quand on dit jeune, c'est-à-dire au moins de 16 ans. Non, ça reste constant. Ça reste constant? En fait, selon les statistiques... L'âge moyen, c'est quoi, maintenant, aujourd'hui? Pour les jeunes, je ne parle pas de la femme qui est mariée, etc., mais je parle des femmes jeunes. On va dire que les grossesses chez les mineurs, on en compte à peu près 6 par an. 6 par an? À peu près, ouais. En sachant que c'est un chiffre qui reste constant depuis des dizaines d'années. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous proposez? On continue la grossesse ou bien on propose une On n'a pas à intervenir sur le choix de quelqu'un qui... Ah non, mais une fille qui a 13 ou 14 ans, est-ce que c'est un choix? Ça peut être un choix, oui. Ah, ça peut être un choix? Mais bien sûr. Bien sûr, notre travail, c'est d'accompagner pour que justement la naissance se passe bien et que la suite, surtout, se passe bien. Oui. Généralement, ce sont des grossesses qui sont suivies en PMI. Parce que comme en PMI, on travaille avec un réseau de professionnels. Il y a les psychologues, les puéricultrices, comme ma collègue a dit. Donc, c'est un accompagnement qui est plus global. On va à domicile, on rencontre la famille, savoir dans quelle situation, dans quel contexte ce bébé va arriver. Est-ce que c'est un bébé qui va être accepté par le reste de la famille? Et les visites à domicile se poursuivent après la naissance. Oui. Et on fait le suivi du bébé aussi en PMI. Donc, comme ça, on arrive à faire la... C'est un enfant qui fait un enfant, quoi. C'est un enfant qui fait un enfant, effectivement, mais c'est un enfant qu'il faut accompagner pour qu'elle devienne maman. Oui. Et justement, au niveau de la PMI, l'accompagnement dure combien de temps? Parce que j'ai connu les cas de jeunes femmes de 14 ans qui ont été enceintes. Et... autant que je me souvienne, 2 ans après, elle était encore enceinte, comme on dit. 16 ans, 2 enfants. Mais comme on vous dit, c'est un choix d'être enceinte. Donc c'est un choix. Oui, je sais que ce n'est pas de maladie. Donc, d'accord, c'est pas de maladie. On peut ne pas le comprendre, mais il y a toujours des raisons qui font qu'une jeune fille se retrouve enceinte 2 fois de suite. Il y a toujours des raisons qu'on peut ne pas comprendre. Oui, comme vous dites, on peut ne pas comprendre. Mais on n'est pas dans le jugement et l'important, c'est d'avancer. Non, on n'est pas dans le jugement, non. J'essaie de comprendre un petit peu le processus parce que, il y a eu des cas comme ça. Vous avez dit, il y a 6 cas environ par an. Des enfants, des femmes qui n'ont pas 18 ans. Oui, des mineurs. Oui, des mineurs. Bon, et le contraire, jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à quel âge? Maintenant, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Donc, à 50 ans, c'est pas possible. 50 ans, ça peut arriver. Ah bon, 50 ans, ça peut arriver? Ça peut arriver. Tant qu'une femme est ménopausée, il y a toujours un risque, même infime, qu'elle tombe enceinte. Oui. Après, maintenant, vous avez recours au FIV. Donc, on a des grossesses obtenues après une fécondation in vitro, malgré un âge avancé de la maman. Oui. Là, il n'y a pas d'intervention de la sage-femme à ces cas-là? On peut faire une intervention à domicile, on peut s'assurer que ça se passe bien, on peut lui faire un accompagnement psychologique. On a ce qu'on appelle l'entretien prénatal précoce. Oui, c'est un entretien qu'on propose aux mamans dès le début de la grossesse pour vraiment bien baliser, savoir si elles ont des peurs, des appréhensions, des questions. Et en fait, c'est plutôt un accompagnement psychologique. Donc, ça veut dire qu'une femme qui nous regarde là en ce moment, qui a 45 ans, elle peut y aller? Si elle a envie d'avoir un bébé à 45 ans, elle peut tester, elle peut essayer. Elle peut essayer. Mais c'est ce qu'on appelle une grossesse à risque quand même, madame la sage-femme? Oui, à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, il y a un risque? Oui, c'est ça. Pour la maman ou pour l'enfant? Pour les deux. Il y a plus de risques d'hypertension, par exemple, et des conséquences de l'hypertension. Effectivement, après 40 ans, on a aussi bien chez les grossesses chez les jeunes et les grossesses chez les femmes un peu plus d'âge mûr, on va dire, les femmes de 40 ans. Il y a des risques. Ça va dans les deux sens. Donc, la bonne moyenne, c'est quoi, alors? Ce qui est... La trentaine, oui. Oui, les femmes sont plus fécondes à 25 ans.
25 ans, c'est la bonne période. C'est 25. le pic 25 ans. hormonal pour être maman. Et à 40 ans, il faut arrêter ça. Ça diminue. On va dire que les chances sont plus réduites. Les chances sont plus réduites pour les enfants. Alors, autre chose, quelles sont, enfin, puisque vous avez parlé de, bien sûr, de visite médicale, quelles sont les pathologies qu'on décerne le plus souvent chez nos femmes? Alors, en Guadeloupe, nous avons beaucoup de patientes hypertendues. Donc, on aura beaucoup de grossesses qui vont se compliquer d'hypertension, de diabète aussi. On en a beaucoup, malheureusement, chez nous. On peut avoir des menaces d'accouchement prématuré aussi, des retards de croissance, mais je crois que généralement, on est plus dans hypertension et diabète. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire en amont? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que la consultation préconceptionnelle a son importance. On parlait tout à l'heure des femmes obèses. Oui. Une femme qui a une obésité morbide, c'est bien qu'elle prépare sa grossesse. Une obésité morbide, c'est quoi? Ça veut dire, enfin, une obésité morbide, c'est une obésité sévère. Ça veut dire qui peut générer beaucoup de complications médicales. Oui. Et donc, quand des patientes présentent une obésité morbide ou très grave, en fait très sévère, c'est toujours bien de préparer sa grossesse. Oui. C'est-à-dire de faire déjà un régime, de consulter déjà les médecins qu'il faut pour pouvoir trouver un équilibre. Oui. Et d'une manière générale, Madame la sage-femme, Madame Youbinou, entre le suivi jusqu'à la grossesse, jusqu'à l'accouchement, ça se passe bien d'une manière générale? Ou bien il y a des complications, plus souvent que rarement? Alors, il peut y avoir des complications, mais heureusement, la majorité de nos suivis se passent bien. Après, si on décèle une complication, à ce moment-là, on va orienter la patiente vers le gynécologue. Parce que la sage-femme fait que des suivis de grossesse normale, entre guillemets. Et si complications il y a, elles sont orientées vers un gynécologue. Une grossesse normale, c'est le bon âge, le bon poids. Je comprends. Alors, là, c'est une grossesse idéale. C'est parfaite. Parfaite, ça existe quand même? Heureusement, oui. Oui, quand même. Oui. Oui. Alors, bon poids, bon âge, bonne santé, pas de diabète, pas d'anémie. Voilà, bonne alimentation. Ouais. Bonne alimentation. Et à quel moment la sage-femme, vous lâchez la femme vraiment? Quand on dit lâcher, c'est-à-dire on arrête le suivi. On n'arrête jamais, en fait, parce qu'après, on s'occupe de tout ce qui est contraception, dépistage des cancers, donc on fait les frottis, donc ça ne s'arrête jamais. Et nous, en PMI, Et nous, en PMI, on suit les enfants jusqu'à leurs 6 ans. Oui. Donc, les médecins et les péricultrices continuent à recevoir les enfants au sein des centres de PMI. Donc, on revoit encore la patiente et des fois, il y a d'autres grossesses qui se déclarent pendant cette période. Donc, en fait, ça ne s'arrête pas de sitôt. Ça veut dire quand même que vous jouez un rôle social aussi? Ben oui. Oui. À la PMI, c'est du médical, au-delà de l'aspect médical et gynécologique, il y a un rôle social. Et vous devez être bienveillante avec les gens, même s'il y a de l'agressivité quelquefois. Ben, c'est le rôle de la PMI, justement. C'est le rôle de la PMI. D'accompagner ces familles-là. Bon. Alors, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui vont faire des enfants là maintenant, ce soir peut-être, ou demain, ou pour Pâques? Ah oui, il y avait avant 3 jours de février. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, moi, déjà, je dirais qu'il y a une PMI généralement dans chaque commune. On a des communes où on a 2-3 PMI, les grosses communes. Donc, de ne pas hésiter de se rapprocher de la PMI dans sa commune. Pour sur rendez-vous, ça se fait sur rendez-vous? Alors, elles peuvent venir. C'est mieux de prendre rendez-vous, mais on peut les recevoir aussi sans rendez-vous en fonction de l'activité du service. Mais de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, ne serait-ce que si elles ont des questions, des interrogations, que ce soit pour elles ou pour une autre personne. On peut les accompagner aussi au niveau, enfin les orienter au niveau social, donc de ne pas hésiter à prendre contact avec nous et on est là pour elles, quoi. Ah bon. Et moi je dirais qu'une belle grossesse se prépare. Une belle grossesse se prépare. Combien de temps avant? Le plus tôt c'est le mieux. Le plus tôt c'est le mieux. Bon, on a noté. En tout cas, merci d'être venu donner tous ces renseignements sur la préparation à la naissance et à la parentalité, parce que c'est votre rôle et ça fonctionne bien, on va dire? Oui. Oui? Oui. Vous arrivez à sauver les enfants et les femmes? On ne sauve pas des enfants et des femmes, mais on va dire qu'on va... on est les aider, là pour les accompagner? Les mamans à prendre conscience de leurs capacités, c'est surtout ça.
D'accord. Bien, merci mesdames, en tout cas d'être venues. Merci. Et puis j'espère que les femmes qui écoutent seront contentes. L'émission sera rediffusée, elle est disponible sur le Facebook, vous pouvez la revoir et prendre les renseignements qu'il faut. Et voilà. Merci. On va rapidement partir à Trois-Rivières, Ville Bleue d'Avenir. C'est la commune où j'habite d'ailleurs. Je ne savais pas qu'elle était une ville bleue d'avenir. Olivier Félix était sur place, on regarde. Je crois que c'est la première innovation de la certification Ville et Territoire Bleu d'Avenir, c'est de construire un projet de territoire que le Trois-Rivières est en train de travailler avec des projets qui me paraissent d'intérêt national, hein, le hub vers les Saintes, l'aménagement du littoral. Donc on voit bien que Trois-Rivières est en capacité d'innover, d'amener des solutions exemplaires. Donc un des premiers enjeux, c'est de positionner Trois-Rivières, bien sûr, sur la basse terre, Grand Sud Caraïbes, dans son agglomération, sur la stratégie nationale et européenne. Donc on va bien entendu faire remonter des projets d'intérêt nationaux, voire européens, qui ont été présentés ce matin. Et donc on va bien sûr amener, comme il se doit, les initiatives, les innovations qui se passent ici à Trois-Rivières auprès des services de l'État et auprès de la Commission européenne. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à ce beau projet de développement pour le territoire de la Guadeloupe. Alors c'est vrai que sur Trois-Rivières, comme nous l'avons dit, c'est une Trois-Rivières dans sa diversité patrimoniale, dans sa diversité des quartiers, dans sa diversité aussi avec ses seniors, avec les jeunes, avec tous ceux et toutes celles qui veulent faire battre le cœur de cette commune. Mais nous savons que Trois-Rivières, elle est toujours ouverte sur les îles des Saintes. Donc c'est une Trois-Rivières ouverte sur la Caraïbe, une Trois-Rivières qui se développe. C'est aussi un Sud-Basse-Terre qui rayonne et c'est une Guadeloupe tout entière qui gagne. On voit bien qu'à Trois-Rivières, berceau des Amérindiens, berceau de la culture, ici tout est fait pour que cette économie bleue se développe, crée des emplois et valorise un nouveau tourisme, une nouvelle économie qui a du sens et qui amène une vraie valeur ajoutée à la qualité de vie de la population locale. Quand on parle de développement de territoire, c'est bien entendu un développement culturel, patrimonial, mais aussi et surtout un développement économique. Parce que derrière chaque entreprise, ce sont des familles, ce sont des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons pouvoir nous donner les moyens avec le groupement Odyssea pour que toutes ces réalisations, pour que tout ce que nous avons prévu puisse avoir un impact positif sur l'emploi de la jeunesse, un impact positif sur l'emploi en général et faire en sorte à ce que cette ville de Trois-Rivières soit un véritable bastion, un véritable ancrage de l'emploi de demain. Donc que vive Trois-Rivières, que vivent nos entreprises, nos associations, nos quartiers et qu'ensemble nous puissions continuer à travailler. Voilà, vive Trois-Rivières. Voilà, il est 13h, on va prendre la première pause, cette première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres femmes. Il y aura Ludivine Guiolet, Annick Fabrice, Christelle Théophile, Olivier Barbara, Olivier Zandronis. Ensemble, on va parler du journalisme au féminin. C'est tout de suite après la pause. Merci d'être avec nous. À tout à l'heure. Mais voilà, c'est un rendez-vous prévu avec les femmes journalisme au féminin. Alors, je crois qu'il n'y a pas que des femmes qui font du journalisme. On a fait un débat avec les hommes. Christelle était là ce jour-là, je me souviens. Mais j'ai voulu savoir un peu comment les femmes guadeloupéennes qui étaient journalistes envisageaient un petit peu ce job. Alors, bon, en tant que moi, je sais, mais on ne sait pas si elles ont la même visibilité, la même, envie, etc. Alors, j'ai invité 4 femmes, pas prises au hasard, les femmes qu'on connaît bien, qu'on voit à la télévision. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans quel média? La première. Vous avez le droit de le dire. C'est évident. Ludivine, bonjour. Bonjour. Pareil, il y a Guadeloupe Première. Et Annick, qu'on connaît encore mieux. Elle est à France Antilles. Voilà, France Antilles. Et Barbara, qui a déjà fait ATV 1, ATV 2, France Antilles. Ouais, France Antilles, RCI. RCI, bon. Alors, première chose, on va commencer par toi, puisque tu dois peut-être partir un peu plus tôt. Votre parcours, comment tu as commencé dans le journalisme? Alors, et qu'est-ce qui t'a mis dans le journalisme? Waouh. On a quoi? Combien de temps là? Le temps qu'il faut.
Alors, moi, j'ai toujours été attirée par ce métier. C'est-à-dire qu'à l'école, déjà, on avait, pendant la semaine de la presse, fait un journal de la presse. Et je crois que mon intérêt pour ce métier s'est confirmé à ce moment-là. Après, la voie normale, hein, des études supérieures, un bac littéraire, des études de langue étrangère, l'ancienne réforme. Donc, j'ai eu le DUG, la licence LEA. Je n'ai pas été très bien informée pour mon orientation. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu faire Sciences Po, mais bon, je me suis orientée vers les langues. Et j'ai passé plein de concours, parce que pour entrer dans les écoles de journalisme, il faut passer des concours. Et j'ai été retenue dans 3 écoles. Donc voilà, j'ai fait une école. Ensuite, après l'école, c'est bien d'avoir le diplôme, mais c'est le parcours du combattant. C'est ça, c'est justement le plus dur, c'est l'après. Oui. Donc, on commence les stages dans plusieurs rédactions de l'Hexagone. Je fais de la radio, de la presse écrite. Et là, on commence à se constituer son premier réseau, parce que c'est d'abord un métier de réseau. Il faut avoir le talent, mais aussi il faut avoir le réseau. Donc, j'ai bossé à RFI, TAC Presse, Pilibo Magazine, j'ai fait plein de choses. Et ensuite, étant guadeloupéenne, je me suis orientée vers RFO Paris à l'époque. Donc, j'ai commencé mes piges à Malakoff. J'avais déjà été stagiaire auparavant en Guadeloupe, à RFO Guadeloupe. Et donc, on me connaissait dans la rédaction. Donc, comme j'ai voulu jouer un peu la stratégie, je ne savais pas trop comment faire. Et puis, m'assurer aussi de passer des vacances en Guadeloupe avec mes proches. Donc, durant la saison, j'étais à Paris, à RFO Paris. Et en juillet, août, je m'arrangeais pour venir faire 2 mois de vacances et en même temps travailler. Oui. Voilà, en même temps travailler. Ce qui fait que j'ai commencé à travailler à RFO Guadeloupe, qui est devenue ensuite Guadeloupe la première. Donc, je faisais le va-et-vient entre les 2 rédactions. Et en 2011... il y a une rédactrice de l'époque, la rédactrice en chef de l'époque, les 2 rédactrices en chef de l'époque m'ont proposé de rester ici, quoi, parce qu'il y avait du boulot, il y avait des opportunités, et donc je ne suis plus retournée à Paris. Et donc depuis 2011, je suis en Guadeloupe. Le choix était quoi? L'audiovisuel, la presse écrite, le net? Alors non, j'avais pas forcément décidé si ce serait. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la média télé. Donc, mais bon, j'ai tout tenté. Plus que la radio. J'ai tout tenté, plus que la radio, ouais. Plus que la radio. J'ai eu beaucoup d'opportunités en télé. D'accord. Donc ça s'est fait. Ludivine? Seule. Oh là. Un peu, je crois qu'on a tous un peu le même modèle, hein, études supérieures, licence en sciences du langage, effectivement, en termes d'orientation, voilà. Je crois qu'on n'était pas dedans déjà à l'époque quand j'ai. Donc dès le départ, il y avait un choix, je veux être journaliste. Ah oui, mais des petites, hein. Ah bon? Je créais des émissions, je me rappelle. Je regardais, moi étant née là-bas, je regardais 7 sur 7. Hein. Oui. Anne Sinclair, très petite, c'était, voilà. Et voilà, j'avais aussi ce besoin. Alors, je voulais être juge des enfants aussi, donc je crois que j'ai toujours aussi ce besoin de, pas dénoncer, mais de parler de la société, des gens, en fait, de montrer ce qu'ils représentaient, aussi bien leur souffrance que leur joie. Donc, peut-être que j'avais aussi, voilà, donc des études supérieures. Et ensuite, on passe des concours. Tout en sachant que ça coûte un bras. Oui. Donc, c'est souvent en concertation avec les parents. Moi, je sais que mes parents construisaient en Guadeloupe. Et j'ai dit à mon père, mais non, je vais continuer à faire une année supplémentaire. Et il m'a dit, non, tu fais ton école, tu as passé les concours, tu y vas. Tout en sachant que ça allait être compliqué aussi pour eux de payer la fin de la construction de la maison et mon école de journalisme. Oui. Mais ils l'ont fait, donc pour ça, je les en remercie. Et puis ensuite, effectivement, le parcours du combattant. Et là aussi, dès le départ, c'était la télé? Non, pas forcément. Enfin, on va là où on a de l'argent. C'est ça. Là où on est pris, en fait. Non, c'est-à-dire qu'après l'école, c'est vrai qu'on fait des stages un peu partout. Presse écrite, radio, télé. Ensuite, ça s'est fait un peu par hasard parce que quand je suis venue faire ici mon stage, je devais être en télé finalement par un concours de circonstances et de malentendus administratifs. Je me suis retrouvée en radio et c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié parce que on pose sa voix, il y a un exercice qui est très, très strict finalement, on n'entend que notre voix, donc il faut poser vraiment sa voix. Et ensuite la télé, je suis restée en télé par la suite, j'ai rencontré Christelle. On s'est revus à Paris et voilà.
on va revenir tout à l'heure. Je vais vers... je vais vers Annick Fabrice, qui est, elle, de la presse écrite. Et elle, peut-être que c'est la plus ancienne des quatre. Oui. C'est la doyenne, c'est la doyenne. Je suis la pigiste. Oui. Ouais, je suis la plus ancienne et j'ai pas commencé par la presse écrite. Hein. J'ai commencé d'abord par la radio. Ah bon? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. J'ai d'abord commencé par la radio. Alors, après mes études, j'étais à un moment donné... Mais là aussi, dès le départ, je veux être journaliste? Alors, c'était pas je veux être journaliste. Mon but, c'était je voulais avoir un métier où j'étais libre de mon temps. Ça, c'était depuis le collège. Alors, je m'étais souvent photographe dans la coopération. C'était mon grand truc. Je sais pas si j'avais vu ça, mais bon. Parce qu'en fait, j'ai pas un tempérament à être enfermé dans un bureau. Je savais que je voulais voir du pays, je voulais voir des gens. Donc, c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, les choses... Moi, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait des études de gestion. Oui. Et après, est arrivé... Ça sert pour gérer le personnel, quand même. Voilà. Oui. On apprend un peu ça. Oui. Mais après, c'est surtout qu'il y a eu l'éclosion des radios libres. Oui. Et je me suis retrouvée sur une radio libre et très rapidement, je me suis retrouvée l'animatrice vedette de la radio libre. C'était à l'époque Radio Riposte à l'époque. Oui. Ça s'appelait. Voilà. Et du coup, à ce moment-là... C'est une radio créée par Mitterrand, ça? Non, ça c'est la radio de Mitterrand, mais c'était c'était radio socialiste quand même. Monsieur consommateur qui avait créé ça, c'était un enfant de VDC Radio, c'est tous les gens qui connaissent ces radios libres, qui étaient théorisées, qui étaient très connus. Ça avait, voilà. Et donc à ce moment-là, j'avais une petite notoriété, il faut dire. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire des études de journalisme. Ah, d'accord. Voilà, parce que entre-temps, j'avais été appelée par RCI, j'ai fait les matinales de RCI pendant quelques temps. D'accord. Et la radio, ça ne t'a pas branché? C'est pas que ça m'a pas branché, mais je suis comme Christelle et Ludivine. À un moment, il faut gagner sa vie et vous allez où on vous appelle. Ouais. D'accord. Hein, en fait, c'est ça. Et beaucoup de confrères, même à France Antilles, me disent mais pourquoi t'as pas continué en radio? Parce qu'on m'a pas proposé quelque chose qui me permettait de gagner ma vie, tout simplement. Et puis les gens d'RCI, ils vont pas être contents d'entendre ça. Hein. Ben non, après c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est pas voilà, moi et après je suis partie, j'étais stagiaire au Monde, j'ai travaillé un peu à FR3 Grenoble, je travaillais au Dauphiné, je fais un peu de radio à Radio France, et puis après je voulais rentrer chez moi, donc je suis rentrée et puis j'ai travaillé où là on m'a proposé mon travail, j'ai travaillé aussi pour Danic, c'est très vieux. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai travaillé pour Danic. Et après, vous allez petit à petit, vous faites... C'est un parcours de combattant. Tu as travaillé à 7 Mag aussi avec moi? Ah oui, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à 7 Mag. J'ai travaillé plus de 10 ans à 7 Mag où j'étais journaliste, où j'ai appris le métier de la presse écrite, où ça m'a beaucoup intéressé. C'est là que... Voilà. Tant que je me rappelle, tu t'es même fait agresser une fois à Capesterre. Exactement. Très bonne mémoire. Le danger du métier. Très bon. C'était un gros conflit qui était à Capesterre et je me suis fait frapper. Et petit à petit, voilà, puis je suis rentrée, à un moment, le directeur de France Antilles de l'époque m'a débauché à 7 Mag, et puis voilà, depuis l'aventure. Tu nous as quitté à 7 Mag, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, Barbara, je ne sais pas tout de Barbara, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, donc elle va faire son parcours devant moi. Là. Je vais découvrir. Non, mais je dis ça tout de suite. Alors, Barbara. J'ai un parcours un peu atypique. En fait, je sais que j'avais prédit que j'allais être journaliste plus tard enfant. J'étais au collège. C'est une ancienne camarade de classe qui me l'a rappelé, j'avais oublié. Mais j'ai pas du tout un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fait une licence en histoire à Paris 4. Ensuite, j'ai fait l'EFAP, qui est une école de communication. Je connais bien. J'ai eu vraiment un attrait pour la communication. Et j'ai travaillé, je faisais mes stages. Au départ, j'ai fait des stages beaucoup dans la mode. Donc, j'ai été assistante de production sur des grands défilés de John Galliano, ce genre de choses. La maison Dior aussi. Je suis rentrée en Guadeloupe parce que j'avais un projet de vie qui correspondait plus à un retour chez moi que de rester à Paris. Et finalement, j'ai occupé un poste de chargée de communication dans une collectivité. Et au bout de 3 ans, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de ma vie. C'était un sentiment qui était très fort, c'est dans mon fort intérieur. Et au final, je me rappelle, j'avais travaillé, je commençais à faire des papiers en tant que correspondante pour France Antilles. Et donc, je faisais les deux en même temps. Et au bout d'un moment, je me suis un peu essoufflée. Et arrivé à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut faire un choix. C'est soit tu restes en collectivité dans un travail qui ne te convient pas. J'avais 24 ans, j'étais très, très jeune. Soit finalement, tu prends le risque
de réellement te réaliser, de faire ce que tu veux faire. Donc j'ai quitté mon travail très sécurisé de chargée de communication dans une collectivité, parce que j'étais fonctionnaire, en fait, c'est vraiment ça. Et je suis partie me former à l'ESJ Pro, qui dépend de l'ESJ Lille, l'école de journalisme. Oui. C'est vrai qu'entre-temps, j'avais commencé aussi à faire des piges en tant qu'autodidacte à RCI. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était Thierry Funderé qui m'avait vraiment encouragée. Il avait détecté en gros que j'avais vraiment le potentiel d'une journaliste et qu'il fallait que je continue. Et c'est marrant parce que c'est ce qui a déclenché aussi. Il y a eu un faisceau d'éléments qui a aussi déclenché le fait que j'aille réellement me former, c'est-à-dire le fait d'être une jeune femme et de devoir en fait avoir cette légitimité en tant que jeune femme. Je sentais bien que c'était différent que pour un homme et qu'il fallait absolument que je sois formée et respectée par mes pairs, notamment masculins. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, je suis partie. C'était un risque, c'était vraiment un risque, parce que j'ai eu vraiment autour de moi des membres de ma famille qui m'ont dit « mais t'es folle, t'es complètement malade, t'as déjà un salaire, t'as déjà été étudiante, pourquoi tu vas retourner prendre ce risque-là pour un métier, finalement tu sais même pas si tu vas trouver du boulot après ». Enfin bref, mais j'étais animée par quelque chose qui était beaucoup plus fort. Ouais. Et je me rappelle que mes premières piges, je gagnais vraiment rien du tout comparé à mon salaire de fonctionnaire. Mais j'éprouvais un sentiment de joie parce que j'étais libre en fait. Et je crois que j'avais toujours aspiré à ça. C'était le fait d'être une femme libre. Et je me souviens que la réalisatrice martiniquaise Suzanne Palsy, qui n'est pas journaliste, m'avait beaucoup inspirée. Ce qu'elle dégageait, en tout cas, m'avait donné envie de moi aussi, de prendre ma plume et de dire ce que j'ai à dire à travers ce métier. Et dès le départ, comme j'ai posé la question, tu voulais être journaliste ou bien c'est arrivé? Ah non, je voulais être journaliste parce que d'ailleurs j'ai commencé à être correspondante pour France Antilles, ensuite ça a été RCI. Ça a été un concours de circonstances et ce sont des opportunités finalement qui se sont présentées. La télévision, je n'avais même pas pensé à la télé en fait. Tu ne regrettes pas, non? Non, je crois, non. Alors pourquoi j'ai voulu ce débat? C'est parce que justement je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui font dans le métier. Mais est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'être journaliste que pour un homme? Je pose la question parce que elle vient de le dire un petit peu à Barbara. Dans la rédaction, souvent vos rédacteurs en chef vous regardent. Alors, mesurez vos propos. Comment ça se passe en général? Alors, déjà, au départ, j'ai un peu de mal avec cette notion de journalisme au féminin. Oui. Quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, il y a un souci là. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de journalisme au masculin, par exemple. On parle d'une terminologie qui est mixte. Il n'y a pas de technique. On s'est formé toutes. Il n'y a pas de technique masculine et de technique féminine. Donc, il y a un souci. Alors, le fait qu'on en fasse une exception et qu'on pose la thématique montre déjà que dans l'inconscient, dans la tête des gens, il y a un souci. Oui. On parle d'un métier. Un métier, et dans la pratique, c'est la compétence qui prime, et non le genre. Donc, vouloir, comme on fait aujourd'hui... Il y a 2 femmes qui ont été exclues du Burkina il y a 2 jours. 2 journalistes. Mais il y a aussi des journalistes masculins qui se font expulser. Et qui se font tuer. Aussi. Oui. Donc, pour moi, c'est encore le côté réducteur. Oui. Aujourd'hui, on est rentré dans... On veut tout décliner au féminin, l'entrepreneuriat au féminin, le management au féminin, le sport au féminin. Non, on est journaliste ou pas. Oui. Après, on parle d'individus, de personnalités, de style, peut-être plus ça. D'approche aussi. L'approche peut-être différente quand on est une femme. Il y a une approche quand même féminine, peut-être, mais même parce que dire aujourd'hui qu'une femme, elle met plus d'euros dehors quand elle fait ses interviews, ça aussi c'est faux. Je veux dire, on a toutes fait des interviews d'hommes politiques où il faut alors des fois ça affirme un peu plus parce qu'il y a le côté paternaliste comme on est une femme. J'allais le dire justement. Voilà, donc il faut très vite balayer tout ça. Oui. Mais est-ce que c'est compliqué quand vous allez rencontrer un homme politique? Je suis journaliste, j'ai déjà vu la réaction d'homme politique avec une femme qu'avec un homme. Je peux en témoigner. On se pose cette question. On le sait de toute façon, forcément. On le sait d'avance. On imagine que forcément, s'il vient et qu'il nous voit, on le pense. On espère qu'en tout cas, ils n'ont pas tous cette idée-là, mais... On fait notre boulot. Nos questions, elles sont ni masculines ni féminines. Ce sont des questions. Non, mais c'est pas ça la question. Oui, mais ça, c'est à la limite, j'ai envie de te dire. On vous voit d'abord comme femme ou bien comme journaliste? C'est ça la question. On ne va pas faire semblant. On nous voit comme une femme. Parce que peut-être plus chez nous, en Guadeloupe, parce qu'on est sur un archipel, peut-être, je pense, où on sait que voilà, il y a l'homme antillais, il est dépeint d'une façon. Donc il y a ce côté. C'est pas particulier à la Guadeloupe, ça. Ouais, mais je dis qu'en fait, tout est une question de style, de posture. Voilà.
Voilà, En fait, moi, je me suis jamais posé la question. Je suis la plus ancienne de toutes. C'est une question que je me suis jamais posée. Oui. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Après, comme dans toute société, je suis tombée sur des goujats. Il en existe. On n'a pas nié Des ça. goujats ou des goujates? Ça peut être les Ça deux. peut être les deux. Les deux? Les deux? Les deux, ça existe. Oui. Mais c'est pas une question que dans ma pratique Ouais. au quotidien, je me suis jamais posé la question, me poser en tant que femme, en me disant oui, mais Voilà. comment on va me voir, comment on va me recevoir, est-ce que ma question est... Moi, Non, ça va être juste moi- sur mon travail. Est-ce que je vais pouvoir rebondir? Est-ce que j'ai Voilà, est-ce que suffisamment je de maîtrise- matière pour... Est-ce que est-ce j'ai que je bien maîtrise le peaufiné? sujet? Voilà, D'abord, exactement. Est-ce que je maîtrise ce sujet? Est-ce qu'il faut que je l'approfondisse? Est-ce Exactement. que je dois poser telle et telle question et maintenant telle ou telle réponse? Et si j'ai telle ou telle réponse, comment je vais pouvoir me retourner? Voilà, exactement. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je me suis Ça jamais... veut dire que le regard de l'homme ne vous gêne pas Non, quand vous... hein? c'est la posture, c'est tel politicien, je sais, bon, on va se dire, ah, il est plus difficile, ou elle est plus difficile, donc il faut Oui. faire attention. Je sais que, voilà, elle est calée sur ça, il faudrait... En fait, on est plus sur... vraiment faire notre métier, donc après, homme ou femme Alors en face après, de c'est nous... vrai que certains vont dire oui, cette fille elle a un mauvais caractère ou celle-là Oui, elle est mais gentille. ça- Mais on c'est pose- vrai qu'on va pas se c'est poser la de question pour un situation, homme journaliste peut-être. Voilà. Mais après, j'allais dire, c'est nous qui pensons ça, mais bon, peut-être que la personne, que ce soit un homme ou une femme qui lui poserait la question, Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Christelle, Théophile et puis finalement Ludivine. Enfin, vous rejoignez là-dessus, c'est-à-dire que le fait de se poser cette question pose un problème. Parce qu'on ne pose pas cette question à un homme. Non, Est-ce qu'il y a un jamais, journalisme jamais. masculin? Par contre, en revanche, je ne minimise pas les assignations qui sont faites aux femmes qui exercent le métier de journaliste. Il y a les assignations qui sont subtiles, qui sont intériorisées et qui sont réelles. Oui. De faire fi de tout ça, c'est bien, c'est-à-dire le gérer, mais on ne peut pas nier cette réalité. Donc c'est une C'est-à-dire qu'il y a des réalité quand même. assignations, c'est soit tu es une femme de fer, soit finalement tu es un pot de plante. Exactement. Alors, en fait, il y a juste... Non, mais c'est-à-dire que la femme... Parce que la réalité, c'est ça. La réalité de la femme journaliste, c'est qu'en fait, elle est un petit peu discriminée dans le genre, Oui. discriminée sexuellement. Le terme n'est pas trop fort, hein, il est juste. Oui. Dans le sens où, comme un noir, elle doit être excellente. Ah. Et moi, je prends pour preuve le champ politique. Je prends pour preuve le champ politique où il n'y a quasiment pas de femmes journalistes. Mais j'ai envie de dire- Et qu'il faut être excellente pour Oui. venir à votre table. Et ça mais pose un c'est problème. vrai, c'est vrai, elle a tout à fait raison, Barbara. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tous les métiers. On exige des femmes qu'elles soient toujours excellentes. Toujours, quel que soit le métier que vous allez prendre, vous allez toujours trouver un homme pour dénigrer, pour dégrader le travail d'une femme. Elle est professeure des écoles, mais elle a réussi un beau projet, etc. Ils vont toujours trouver quelque chose sur son Alors, comment vous physique, réagissez sur sa face à façon de ça, s'habiller, etc. Comment vous On réagissez? fait abstraction on et on voit son Faites travail. abstraction. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être bon dans son domaine. Oui, bien sûr. Donc le reste, pour moi, c'est bavardage et futilité. Il faut vraiment rester focus sur travail. l'objectif, il faut faire son interview et faire abstraction, ne pas voir, même si Alors, je on pose la voit question les... délicate. Alors, vous allez faire une interview d'un homme, peu importe, pas seulement un politique, il essaie de vous draguer. Comment vous réagissez? Ça arrive, ça vous est arrivé quand même. Oui, on balaie le truc. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire par rapport au métier, c'est-à-dire vous venez pour une interview ou bien pour une info, et vous voyez que oui, il a une attitude un petit peu particulière. Comment la femme que vous êtes réagissez? Ben, on le met à sa place. On le met à sa place gentiment. On le recadre, tout de suite. Il faut recadrer. Faut recadrer. Et ça Mais fonctionne? ça aussi, quand on va faire les courses, ça arrive. Et Donc, puis, pour ça, moi, c'est ça pas dépend propre. comment c'est fait. Il y a le gros macho et qu'il faut tout de suite remettre à sa place et lui dire ce qu'on a à lui puis dire. les gentlemen. Et puis il y a les gentlemen. On peut faire soit abstraction, soit gentiment lui dire écoutez, c'est gentil, mais on prend la. Voilà. Mais. Alors, dans le journalisme écrit, est-ce qu'il y a une écriture féminine ou pas? Comme on dit dans la littérature, il y a une écriture féminine. Je suis désolé, les autrices ne sont pas des auteurs. Quand on lit un roman de, je sais pas moi, de Maryse Condé ou de Gisèle Pineau, c'est pas un roman de Raphaël Confiant, de Chamoiseau qu'on lit. Alors, est-ce que là, cette question-là se pose au niveau de l'écriture ou de la sensibilité que vous avez quand vous abordez un sujet? Tout à l'heure, j'ai reçu des femmes qui parlaient de la PMI
et de la maternité, de la parentalité. Alors ça c'est important, parce qu'on a tendance à dire souvent que alors les femmes, les sujets qui leur sont réservés, ce sont les sujets de femmes. De femmes. Sociétaux, Voilà, les sujets sociétaux qui doivent parler de l'inclusion, de la réinsertion des enfants, de la maternité. Vous êtes dans une rédaction, on aura plutôt tendance à confier ces sujets-là aux femmes. Ça c'est une réalité. C'est aussi à la femme de dire vous refusez ou pas ce genre de sujet? Non, mais la tendance aujourd'hui, c'est les femmes dans le sport. C'est devenu très aussi Voilà, très à la mode aujourd'hui de mettre les femmes dans le sport. Donc voilà, c'est vrai, tout à fait vrai. Après, est-ce qu'il y a une façon féminine? Moi, je ne pense pas. Chacun écrit avec son tempérament et chacun a son style d'écriture. Moi, on m'a souvent dit que j'avais une écriture assez critique et assez raide. Mais je pense que ceux qui me connaissent savent que mon tempérament, c'est mon tempérament. Ça n'a... C'est pas, je me suis pas inventé quelque chose. Donc chacun écrit avec son tempérament, à son style d'écriture, selon sa culture. Mais c'est vrai, il y a une réalité. C'est vrai que souvent le rédacteur en chef a souvent tendance. Quand c'est un rédacteur en chef. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on dit les hommes souvent rédacteurs en chef ont tendance à donner, mais souvent il y a des femmes. Oui. Parce que je me bats contre ça. Il y a des femmes qui ne veulent faire que ça. Oui. Ah. En télé, en télé, dans notre rédaction, on n'a pas ce souci-là. Je pense aussi que les effectifs font que on peut pas se permettre de dire qu'on va envoyer. Donc c'est vrai que je veux dire. Ils n'ont pas forcément le choix, mais quand vous leur donnez le choix, elles n'ont envie de faire que ça. Et quand vous leur proposez autre chose, ça coince un peu. Alors là, après, c'est une question de. Alors c'est d'expertise peut-être, mais au final, moi, si on m'envoie sur un sujet qui traite de la maternité, des fois on n'a pas de connaissances. C'est pas parce que je suis mère que j'ai forcément de la connaissance sur tout. Le cas de Guadeloupe, mais c'est vrai que je note quand même que les émissions politiques, sauf quelques exceptions, sont toujours faites par des hommes. Mais non, c'est Ludivine qui fait. Mais non, j'ai dit sauf exception. Je parle de Ludivine. Mais c'est vrai. Oui, alors pourquoi? Ça arrivait à un moment. C'est une question d'expertise ou pas? Peut-être aussi. Ça veut dire que les femmes disent la politique, ça nous intéresse pas. Alors, mais on ne sait pas. Peut-être que c'était comme ça. dire que les hommes ont de moins en moins le choix aujourd'hui, puisque de toute façon, ce métier-là se féminise tellement. Oui, voilà. Mais oui, ça c'est l'autre problème. Il y a aussi. Nous, on est plus courageux. Non, plus le choix. On va partout. J'ai envie de nuancer quand même. On est plus courageuse. Oui, Barbara. J'ai envie de nuancer quand même en disant que la féminisation de ce métier, notamment en Guadeloupe, elle est récente. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais en France, pareil. Non, mais elle est beaucoup plus récente que dans l'Hexagone. On n'a pas autant de journalistes politiques connus comme Christine Ockrent ou Mais chez nous, il y a eu quand j'ai commencé... Il y a une, c'est qui? Sylvie Jeanboul, elle a fait aussi. On avait Bergette de Saint-Jacques. Bergette de Saint-Jacques. Elle était plutôt économique, Bergette. Oui, c'est sûr qu'au niveau politique, c'est... Mais quand j'ai commencé dans le métier, j'ai commencé dans l'Hexagone, on n'était pas beaucoup de femmes. Hein. Mes tuteurs de stage, c'était des hommes. Les rédactions, c'était essentiellement des hommes. Revenir par rapport à ce que disait Barbara sur l'excellence, il y a aussi ce qui fait aussi qu'on est aussi plus courageuse. Je me rappelle, je prendrai l'exemple des barrages. Oui. Il y a 2 ans, on n'était pratiquement que des journalistes femmes sur le terrain. Oui, moi j'ai même compris c'était. Et sincèrement, il fallait. Ça se en rédaction, on n'a pas hésité en fait. Sur Fiona aussi. Voilà, quand il y a des catastrophes, on y va sans se poser de questions. Donc ça aussi, et c'est aussi peut-être, je ne sais pas si c'est dans notre esprit, on se dit qu'il faut aussi y aller, ou peut-être aussi parce qu'on aime vraiment ce métier pour tout ce qu'il apporte, et qu'on se pose moins de questions que les hommes sur ça. Nous, on le prend à 100% aussi. Il y a des hommes aussi, mais je crois que ça aussi toujours être exceptionnel. On commence aussi à baisser un peu et à se dire on fait notre métier comme il est. Et c'est, je pense, une avancée parce que même quand on était pigiste, même quand on est mère, je me rappelle avoir été en congé maternité et me dire ah mince, qu'est-ce que je vais rater comme reportage, et en me disant mais attends, calme-toi, tu vas avoir un enfant, on se calme, prends le temps, être fatigué, avoir présenté je sais pas combien d'émissions pour plus le journal, et c'est les chefs qui m'ont dit non mais là c'est fini, là tu t'arrêtes. Alors, tu t'arrêtes. Autre question. Et ça, un homme ne se serait peut-être pas posé la question. Surtout pour les présentatrices, c'est la question du look.
Ah oui, ça aussi. Ah oui, non, mais ça... Mais ça, je crois que c'est le public qui parce vous le que renvoie, parce moi, que on si me on dit souvent, s'écoutait, enfin, on irait comme on est. j'ai un certain nombre de chroniqueuses qui travaillent avec moi. Les gens qui regardent la première chose, qui j'ai habillé, Oui, qui j'ai voilà, maquillé. ouais. Mais c'est pas que les hommes qui font ça. Ah, c'est pas comme les hommes. Mais souvent, les femmes sont pires. Les femmes sont pires. Et j'ai envie de te dire que c'est le public qui nous rend, parce que moi, j'irai comme je suis, sinon, pour présenter, parce que... ça vous pèse pas? Oui, ça me gonfle de descendre à 18h30. Moi, j'ai envie de continuer à écrire mon journal tranquillement, de me poser, de souffler avant de descendre, mais je dois descendre une demi-heure avant parce qu'il faut s'habiller, parce qu'il faut se coiffer, il faut se maquiller. Ouais. Et parce qu'aussi, à l'extérieur, on reçoit aussi des messages. Ça aussi, on reçoit des... Je ne suis pas sûre que mes collègues reçoivent des messages pour leur dire, oui, vous êtes mal habillé, vous êtes mal coiffé, pourquoi un tel est mal habillé? Nous, on en reçoit, ça vient comme ça. Mais je constate on nous arrête. Quand je regarde les chaînes nationales, les hommes, ça commence aussi. Là, ils sont choisis, ils sont bien choisis. Oui, j'allais dire. Vous n'avez plus des mecs bedonnants, etc. Vous avez des petits jeunes, bien beaux, bien coiffés, bien lookés, parfois bien maquillés. Et c'est la question, je me suis dit, ça commence à changer aussi. On existe. C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. C'est pas que c'est à cause des femmes, mais ça commence à changer. Vous regardez bien et vous vous rendez compte que c'est des mecs bien présentables, bien beaux, bien jeunes, juvéniles. Enfin, sous les chaînes d'infos françaises, BFM, LCI et l'ancienne E-News qui a changé, les femmes c'était surtout... mais ils ont des relookers là-bas. Oui, on n'en avait pas. On fait ça nous-mêmes, mais sur les chaînes nationales, ils ont des dressings, il y a tout. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? Alors, tout à l'heure, tu disais que pendant les barrages, vous y allez. Alors, comment ça se passe sur les barrages? Sur le terrain, en général, pas seulement en période de barrage, comment ça se passe? Après, en général, mais ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on a une expérience et les gens... Je pense que tout le monde se connaît à fond. Voilà, on a un réseau, les gens nous connaissent sur le terrain. Après, il y aura toujours des réfractaires, mais je crois que ça, c'est la tendance depuis quelque temps. Qui s'accentue un petit peu contre Guadeloupe la première, mais bon, en général, les gens... on fait notre métier, et je crois qu'on a toutes les mêmes difficultés, mais ça, c'est une des difficultés de journaliste. C'est-à-dire que il faut pouvoir avoir quelqu'un pour l'interview, il faut... pouvoir faire les gens parler, et là la caméra, les gens n'aiment pas trop la caméra, enfin ça ce sont des contraintes de journalistes, mais pas de journalistes féminines. Alors j'insiste lourdement, bien sûr. Il essaie de voir si on se fait draguer. Non, c'est pas ça. Non, est-ce que justement, en tant que journaliste et femme, vous avez des difficultés, même anecdotiques, sur le terrain quelquefois ou pas? Est-ce que parce que moi, en tant que journaliste, ou même en tant qu'homme, j'ai eu des difficultés, grosses difficultés sur le terrain. Est-ce que pour vous, au contraire, c'est plus fluide? Non, pas de grosses difficultés. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais j'étais JRI, donc journaliste reporter d'information avec ma caméra, de me faire insulter... avec des noms d'oiseaux. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas quelque chose que je peux dire que c'est général. Non, les périodes de conflit. Non, c'est pas systématique. Qui se sont fait bastonner quand même. Moi, je ne pense pas que c'est féminin. Vous arrivez dans un contexte, la personne, elle veut ou elle ne veut pas parler. Exactement. Ou elle veut être interrogée ou elle ne veut pas être interrogée. Que ce soit homme ou femme, il a envie de vous insulter, il va vous insulter. Pour un trait, moi, le jour où je me suis fait frapper lourdement à Capesterre, c'était en tant que femme ou en tant que journaliste? Moi, je pense en tant que journaliste. En tant que journaliste. En tant que journaliste. J'avais déjà écrit 2-3 petits trucs qui n'avaient pas plu sur ce conflit-là. Donc on t'a réglé ton compte. Donc on m'a réglé mon compte. Oui. Mais je pense qu'un homme serait dans la même situation que moi. Peut-être qu'ils auraient moins hésité parce que c'est un homme physiquement, machin, et moi je suis déjà pas grande. Et donc voilà, j'arrive comme une fleur et voilà. Donc les lâches, ils en ont profité. Mais voilà, j'ai eu des consoeurs qui se sont fait frapper. Il y avait une grosse grève à la clinique L'Espérance. Ils se sont fait taper comme moi-même, je me suis fait coiffer. Et ce qu'on disait l'autre jour à l'élection, il y a une époque, être sur le terrain, c'était particulièrement difficile. Il me semble. Oui. Aujourd'hui, c'est facile. Oui. Il y a une époque, c'était vraiment compliqué. C'était très, très compliqué d'être sur le terrain. Vous n'avez pas connu cette époque-là, mais c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus gentil aujourd'hui. Oui, tout à fait, exactement. Et c'était vraiment très compliqué.
Mais voilà, moi je me souviens aujourd'hui ce que les journalistes ne font plus, parce que pour diverses raisons, d'avoir dormi devant la résidence départementale avec des hommes et quand il y a une grève qui dure, des grèves qui durent longtemps. Enfin, même pas une grève, une négociation qui dure qui dans ne la termine nuit. pas, la négociation du transport par exemple, et on est resté jusqu'à 4h du matin, et tous les jours on se relayait, il y avait garçons et filles, on s'entraidait entre journalistes masculins et féminins, il y en a un qui allait acheter à manger pour les autres, etc. Ce temps-là est révolu. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est pas difficile d'aller sur le terrain. Non. Bon, c'était ces jours-ci jusqu'à la semaine de. Bien sûr. C'était la semaine de la presse. Il y a des jeunes qui vous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pas des jeunes femmes, hein, des jeunes filles, des jeunes. des jeunes. Plus de filles en plus. Oui, on a eu beaucoup. Vous en avez eu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui vous regardent en ce moment par rapport à ce métier? Faut-il, oui ou non, être journaliste? Pas? Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut croire en ses rêves. Et on en a eu quand même quelques-uns qui étaient quand même très intéressés, donc c'était agréable, et qui s'intéressaient au métier. Ils étaient contents de voir l'envers du décor. Donc oui, je crois que de toute façon, si c'est ce que le jeune veut faire plus tard, c'est son rêve, il faut qu'il y aille. C'est un métier très passionnant parce que... on découvre de tout. C'est-à-dire qu'on va traiter d'un sujet santé, d'un sujet sur les sciences, on rencontre des gens, on a cette faculté, cette curiosité aussi, quand on est très curieux, de rencontrer les gens, d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des personnes formidables. Je le dis toujours, de l'agriculteur au ministre, au préfet, à tellement de monde. Et surtout, chaque jour, on en apprend. On se cultive tout le temps. Et pour ça, sincèrement, je ne peux que dire à un jeune, vas-y, fonce. C'est un très beau métier. Pareil, on est des témoins privilégiés. C'est quand même agréable ce qu'on fait comme boulot. Hein. Tu vois oui, on raconte des histoires, de belles histoires. On raconte la société. Et puis aucun jour n'est identique. Tous les jours sont différents. Donc moi, à tous les jeunes que j'ai rencontrés cette semaine, je leur ai dit de se donner les moyens d'atteindre leur objectif. Il faut y aller. Quand on vibre, quand on a envie de faire ce métier, il faut y aller sans hésiter. Et même une grève. En étant réaliste sur le contexte économique, l'idée ce n'est pas non plus de vendre du rêve, d'expliquer un petit peu les atouts, les inconvénients, et puis de voir que le métier il évolue. Oui. Donc dans quelques années, le métier va encore évoluer. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste. Aujourd'hui, c'est le numérique qui prime. Alors, je pose à vous cette question-là. On reviendra vers les deux dernières tout à l'heure. Les pressions, vous en avez subi? Non. C'est-à-dire, non, il ne faut pas en parler, ça vient directement auprès des chefs, nous, on n'a pas Non, mais il y a des pressions de la rédaction, mais il y a des pressions extérieures à la rédaction. Non. Moi, non. Silence radio? Non. Je préfère ne pas en parler. Bon, d'accord. Non, mais j'ai compris. Bon, subtilement, oui. On te fait comprendre que, fais attention là où tu mets les pieds, quoi. C'est ça, on l'a déjà dit. Et comment tu réagis quand on te dit ça? J'écoute, je demande plus d'informations. Bon, fais attention quand même, c'est assez sensible le sujet que tu vas traiter. Fais gaffe, quoi. Mais ça, c'est à la rédaction, ça? C'est à l'extérieur. Ça peut être des contacts, des relais, ça peut être des collègues aussi qui te disent fais attention, quoi. C'est sensible. Non, disons que, de toute façon, c'est toujours après. Hein, on sort nos sujets, on a toujours des remontrances. Ça vient toujours d'en haut. Hein, oui. Je veux dire, quand tu dis en haut du ciel? En haut de la direction, souvent, la personne qui n'a pas aimé tel reportage. Aucun dit au câble ne t'a appelé pour te dire. Ça arrive, ça. Non, un câble. Oui, ça peut arriver. Oui, ça, on reçoit tout le temps. Comment vous avez traité ça? Pourquoi? Comment? Mais après, ce sont des discussions. C'est des personnes aussi avec qui on évolue, du syndicaliste au directeur de cabinet, aux représentants de telle ou telle corporation. Et là, c'est la journaliste, c'est pas la femme, là. Non, c'est la journaliste. Je veux dire, Elie de Mota aime toujours nous dire qu'il nous a vu stagiaires. C'est bien rabaissé. Non, mais c'est vrai. Il est paternaliste. Mais pour le coup, c'est pas paternaliste, mais ça veut dire que c'est des gens avec qui aussi on a évolué et qui aussi, entre guillemets, nous respectent aussi en tant que journalistes et pas que femmes pour le coup. D'accord. Donc et ça, c'est beaucoup de gens comme ça. Donc on fait avec. Que dis-tu à un jeune, dis pas d'une jeune, un jeune? Ouais, moi je vais lui dire qu'il faut croire en ses rêves. Je vais lui dire que c'est du travail. Faut pas croire. Et moi, comme on en a reçu de jeunes enfants à la rédaction, on leur a surtout dit. Plus de garçons, plus de filles?
Non, c'était mixte. C'était mixte. C'était mixte. Et elle leur a surtout dit que c'était du travail, que le métier de journaliste n'est pas simplement la représentation, parce qu'ils tous ils voient les journalistes à la télévision, ils les voient beaux, bien parfumés, bien coiffés. Que c'est pas ça le métier. Ça fait partie du métier, mais ce n'est pas ça le métier. C'est pas un métier. Être journaliste, c'est aller sur le terrain, c'est être sous la pluie, c'est être il vente, c'est aller couvrir les après-cyclones, c'est se retrouver sur un fait divers, c'est mettre ses bottes de pluie pour aller chez de l'agriculteur. C'est ça le métier. C'est pas la représentation, ça c'est pas le métier. Voilà. Après, si tu as envie de travailler, si tu as envie ça te plaît de raconter des histoires, comme disait Christelle, tu as envie de parler de ton pays, tu as envie de parler de l'information, tu peux y aller, tu peux courir ton rêve. Après, c'est le parcours du combattant. Les pressions. Moi, les pressions... Les pressions sous les pressions. Moi je sais pas. Moi. Parce qu'en France Antilles, je sais qu'il y a eu des pressions. Hein. Moi, je pense que les temps sont révolus. Il faut un peu avancer. Il y a eu une époque, moi j'étais jeune journaliste, je commençais, il y a des gens, des politiques qui vont directement dans notre direction. Moi, je connais des journalistes qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont perdu leur travail parce qu'un politique avait fait pression sur la direction. Aujourd'hui, ça, c'est pas faisable. Ce n'est vraiment pas faisable. Il peut toujours écrire s'il veut. D'ailleurs, il y en a qui essayent parfois. Et moi, ça me revient. Le mail, ils envoient le mail directement. Non, mais sur toi, ça passe pas, je sais. Non, moi, ça passera pas. Et puis, de toute façon. Mais parfois, c'est même pas un politique. C'est même pas pour une affaire, on pourrait dire, un peu sensible. Parfois, c'est pour des bêtises. Les gens, ils passent même pas par vous pour vous demander pourquoi vous avez écrit ça. Et voilà. Ils envoient directement au directeur. Lui nous renvoie le mail et il répond à la personne. Voyez avec mon rédacteur en chef. Terminé. Donc, et puis moi, on m'appelle pour me dire si c'est justifié, j'écoute. C'est pas justifié. C'est vite voilà. Pression. Oui, parce que moi, je ne peux pas en dire autant. Oui, j'en ai subi. J'ai bien failli perdre mon emploi une fois. Plus en Martinique qu'en Guadeloupe. Les deux. Les deux îles. Et ma chance, c'est d'avoir été soutenue par ma rédaction en chef. J'ai beaucoup travaillé dans le privé, donc c'est pas du tout le même fonctionnement que le service public. Les pressions sont beaucoup plus fortes finalement. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si elles sont plus fortes, je ne peux pas non plus faire ça à mesurer. Mais en tout cas, elles sont fortes dans le privé parce que le privé dépend de la publicité, on vit de la publicité. Donc, ce ne sont pas les mêmes enjeux, c'est pas pareil. Donc oui, moi j'en ai subi de personnes haut placées, bien placées, qui auraient pu effectivement... Et la réaction, l'impression sous la pression? Comment? L'impression sous la pression? Qu'elle a été bien gérée. Je suis tombée sur des rédacteurs en chef qui étaient courageux. Oui. Sincèrement, ça a été ma chance. Qui soutient. Voilà. Parce que souvent, on a l'impression de se dire, de refaire le film en se disant, mon sujet était équilibré, je ne comprends pas, mon reportage... Mais voilà, donc c'est important que le rédacteur en chef se dise non, moi je termine mon timing, les 40 minutes sont terminées. Juste une dernière petite question. Pourquoi aucune journaliste guadeloupéenne n'a écrit un bouquin sur le journalisme? Parce qu'il y a plein de bouquins en France partout. Il y a tellement de thématiques, Danick. Pourquoi tu veux Non, mais je pose la question simplement. Sur le journalisme, il y a des journalistes qui ont écrit, qui ont raconté leur expérience. Par exemple, Lise Dolma. Guadeloupéen. Oui, elle est partie quand elle est partie en Haïti. Oui. Pour moi, c'est un très beau relais. Oui. Parler du métier. Je sais pas. Non. Peut-être que vous avez envie. Ça vous tente pas. Non, il y a tellement de choses, il y a pléthore de sujets. Mais pas aborder. Pourquoi pas? Il y a une question. Tu n'as pas posé la question, Danick, mais je pense que c'est important. Non, mais je la pose pas. Je pose un constat, c'est que c'est important aussi de parler de ça finalement aussi, même si effectivement le fait de se poser cette question pose problème, c'est qu'on subit quand même encore des inégalités, je pense. Parce que c'est important de poser le diagnostic. Parce qu'elle a dit que les journalistes féminins, ça n'existe pas. Oui, mais c'est important de poser le diagnostic pour justement éviter, par exemple, qu'il y ait des inégalités de salaire, tout simplement. Il y a des réajustements dans le privé, dans certaines... dans certains médias, il y a à effectuer, il y a des choses comme ça qui sont connues, mais qui sont tabous, on n'en parle pas. Mais la réalité, elle est aussi celle-ci pour les femmes journalistes. Et je pense que du coup, effectivement, il faut poser aussi cette question-là dans ce sens-là, dans le sens de l'équité. Chez nous, je ne sais pas. Non, mais vous avez il y a une grille tarifaire du SNJ, donc on l'applique pas, c'est tout. Oui, on a une grille. On a une grille, on l'applique, elle est appliquée, point très. Dans le privé, c'est un petit peu particulier.
je le sais. Après, En tout cas, mesdames, je vous remercie privé, d'être des journalistes, pas des femmes. Merci. Et d'être venus, d'être courageusement venus. Bon, on n'a pas tout dit, bien sûr. Il y a des questions que je n'ai pas posées volontairement. Voilà. On prend fin de cette séquence, on prend une dernière pause et on reçoit le dernier invité tout à l'heure. Il sera avec nous, on va parler de Digital for Progress. À tout à l'heure. Voilà, après le débat sur le journalisme féminin, on va recevoir dans un instant monsieur... Oh, ça y est, j'ai perdu ma fiche. Non, ça y est. On va parler de Toutila. Mais avant ça, on revient rapidement sur l'actualité. Il y a deux choses à ne pas rater. Premièrement, l'ouverture de la fête du crabe, c'est important. Et puis, on va revenir sur la conférence de presse au Sénat, sur la continuité territoriale. C'est très important. À tout de suite et on vous reçoit. La soirée d'ouverture, elle a été consacrée d'abord au vernissage d'une exposition qui a été réalisée sur les liens caribéens, parce que c'est le thème de la fête. Et ensuite, donc, après avoir visité l'exposition, nous avons assisté à une conférence qui est donnée par des chercheurs sur le lien Caraïbe à travers l'histoire et à travers l'archéologie. Eh bien signifier le thème, dire ce que c'est. Nous sommes caribéens, pourquoi le sommes-nous, d'où cela vient-il, qu'est-ce que notre civilisation a produit de particulier, quels sont les apports des Amérindiens, des Africains, des Européens et des Indiens dans ce que nous sommes. La fête du crabe, elle a 31 ans cette année. C'est une année de transmission et de transition. J'ai un message pour les jeunes de ma génération. Revenez à la maison parce qu'il y a énormément de choses à faire et tout est possible par nous et pour nous. La fête, c'est un moment de rassemblement, bien évidemment, mais la fête aussi, c'est l'occasion, à partir de thématiques choisies, de thématiques dédiées, de pouvoir s'interroger dans un pays comme le nôtre qui est en quête de sens. Les temps forts, demain, on se retrouve à Duval, Petit Canal, pour une journée qui s'intitule « Mon jardin sur mon balcon ». L'objectif est de pouvoir montrer à chacun qu'il est possible de pouvoir cultiver chez soi sans pour autant avoir un parcelle de terre. Et pour cela, on aura pas mal d'activités et d'ateliers à proposer, comme comment jardiner avec le compost, tiger en santé également. Il sera aussi possible de pouvoir faire de la culture de riz chez nous. Il y aura également la vente d'arbres fruitiers tropicaux, de pays tropicaux, et de pays tempérés comme la pomme, le raisin, etc. Il sera aussi possible de même pouvoir apprendre à pouvoir cultiver sur des boutures de la vanille, du poivre noir, avec l'agroforesterie. Pas mal d'activités autour de l'autosuffisance chez soi. Et l'objectif est de pouvoir montrer tout à chacun, les grands et les petits, qu'il est possible d'avoir son jardin sur son balcon. Liberté, égalité, fraternité. On le lit sur tous les frontons des édifices publics. Je demande l'équité, parce que rien n'est comparable en soi, et on ne pourrait pas comparer un aller-retour Paris-Valenciennes avec un aller-retour Paris-Fort-de-France. Mais les principes d'accompagnement des populations doivent être respectés et doivent être à la hauteur des engagements de l'État, mais également à la hauteur de la situation respective de chaque département, de chaque région, de chaque territoire de la dite Outre-mer. C'est un principe que la République doit observer dans toutes les décisions et dans toutes les politiques publiques qui doivent être menées. Et là, je vais vous livrer quelques chiffres. Accompagnement de l'État à la continuité territoriale en Corse, 257 € par habitant et par an. Accompagnement de l'État pour les populations de la dite Outre-mer, dressez bien les oreilles, 16 €. 16 €. Donc tant mieux pour mes amis corses. Je félicite ce travail d'à peu près 50 ans, puisque ce sont des dispositifs qui datent de 1976. Ce travail qui a été fait, qui a certainement pris du temps, qui est monté progressivement. Mais on voit bien qu'il y a un problème, il y a une différence. Donc partir est nécessaire, partir est légitime, et je rajouterais même que partir est obligatoire. Mais on a aussi les pays les plus pauvres de France. Les niveaux de personnes avec des revenus bas sont multipliés par X. Par X. Le taux de pauvreté est important chez nous. Les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est plus de 30% de la population. Donc, face à cette situation, quand quelqu'un est malade, qu'il doit partir, que son gamin doit partir faire des études et tout, il fait comment?
Eh bien, lorsqu'un billet d'avion coûte 1 500 € pour un aller-retour Fort-de-France-Paris, ce qui est le cas en ce moment en classe économique, ou pas loin, alors, il y a des promos parfois où on va voir sur les écrans un aller-retour à 500 et quelques. Bon, généralement, on n'a pas mis les taxes. Et généralement, c'est une offre limitée dans le temps. Il faut aller la saisir très vite et très en amont du besoin de voyager. Et quand l'État, même en ayant augmenté il y a 15 jours, suite au vote que nous avons effectué au dernier PLF en décembre dernier, d'augmenter la dotation de l'ADOM, passe de 270 à 320 €, je vous laisse imaginer le reste à charge pour une famille. Voilà, c'est une situation très complexe et on espère qu'on va y arriver. Alors, je vous l'ai dit, je reçois M. Martin aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Francis. On va parler de Toutila. Personnellement, je ne connais pas. Alors, c'est quoi Toutila? Alors, Toutila, c'est un concept innovant, unique et différenciant, qui allie des nouvelles technos. D'une part, une marketplace. L'idée, c'est de devenir le Amazon des DOM pour l'habitat. Et à côté de ça, une offre de services très ciblée et locale, dans laquelle on va faire de l'architecture d'intérieur, vendre du mobilier et des matériaux et faire les travaux directement au travers d'une offre qui s'appelle le All-in-One. Je vous la fais simple. Vous achetez un appartement, vous avez besoin de le rénover, vous souhaitez le mettre en location saisonnière. Vous allez passer quelques heures avec notre architecte d'intérieur. On va définir un concept, une ambiance. On va choisir les produits que vous allez y mettre, le mobilier. On va choisir l'ambiance. Vous allez nous donner les clés de l'appartement. 2 mois après, vous allez récupérer cet appartement avec l'ensemble complètement meublé, les travaux réalisés dans les normes. Et vous pourrez le mettre directement en location. Avec une garantie quand même? On a garantie décennale, on a l'ensemble des réglementations qui sont respectées et surtout on applique aussi les règles de l'art, on applique les DTU, ce qui est vraiment important. Ce sont globalement les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est le sérieux, la rapidité, parce que vous savez que le problème des artisans ici, quelquefois... Alors, c'est exactement. Moi, j'ai eu une expérience bâtiment il y a quelques années, entre 2003 et 2009. J'avais une entreprise qui s'appelait Star Déco en Guadeloupe, j'avais 50 salariés dans le bâtiment. Donc, je sais ce que c'est que de vivre au quotidien l'artisanat, de vivre la complexité de métiers qui ne sont pas évidents, où il y a beaucoup d'interlocuteurs, et la nécessité de former. Parce que quand on dit les artisans ne se présentent pas, c'est souvent pas un problème de leur part, c'est surtout un problème d'encadrement. Et c'est là où il faut vraiment arriver à structurer un secteur d'activité. Vous parliez de valeurs. Moi, il y a une valeur auquel j'attache énormément d'importance, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est je fais ce que je dis. Nos artisans, certains, sont sincères, mais ils ne sont pas intègres. Dis oui, je vais le faire demain. Demain. Et puis, il vient pas. C'est jamais demain. Et ben voilà, c'est la différence entre la sincérité et ils sont sincères. Pourtant, ils sont sincères, mais c'est une question d'organisation, c'est une question d'apprentissage à gérer des tâches, à gérer une abondance de marché. Et tout le monde ne sait pas faire ça. Nous, on sait faire. Et Toutila, alors, donc, si je comprends bien, il y a 4 étapes. Mais avant ça, je voulais revenir sur un point, parce que Toutila a quand même gagné un concours à France Tech. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur quel projet? En plus d'être une start-up incubée par le Village Baïséa, on fait partie des start-up locales qui sont bien accompagnées et par le Crédit Agricole et par la BPI, ce qui est vraiment une bonne chose. Et en parallèle de ça, on a monté un programme de recherche. En fait, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais donner du sens à une activité. Aujourd'hui, on sait, quand on veut recruter des gens, c'est pas spécialement le salaire qui compte, il y a aussi la mission. Et on s'est dit, on va relever le défi anthropocène au travers d'un programme de recherche. L'idée, elle est assez simple, je vous la fais en 2 secondes. Quand vous achetez un produit, vous ne savez pas l'impact environnemental de ce produit. Aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients ils sachent. Donc, on a mis en place un programme de recherche. On est jeune entreprise innovante grâce à ça. Et c'est grâce à ça qu'on a été lauréat du French Tech 120. Le French Tech 120, juste je fais une petite précision. Ce sont les 120 entreprises françaises qui ont le plus de potentiel de développement nationalement et internationalement. Donc, ça veut dire que l'entreprise Toutila guadeloupéenne fait partie des 120 entreprises françaises qui ont le plus de potentiel de développement. Ça veut dire que Toutila pense à la planète? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de boulot, ça veut dire qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde derrière.
Aujourd'hui, on a recruté 14 personnes sur les 4 derniers mois. On va en recruter encore une vingtaine. J'ai besoin d'avoir les meilleurs avec moi. J'ai besoin de trouver aussi des financeurs, des investisseurs. Donc, on travaille pour ça. On profite aussi d'avoir été lauréat du French Tech 120 pour essayer d'attirer le plus de monde possible dans la partie et de dire pourquoi cette aventure Tutila ne deviendrait pas une belle aventure guadeloupéenne à travers le monde. Oui, mais il va falloir gérer. Ouais. Oui. Et c'est quelquefois le plus difficile. Gérer, c'est le job. Il faut être manager. Gérer les hommes, je parle. Alors, moi j'ai un concept qui est simple. Je pense que c'est facile de gérer. Je pense que toutes les personnes, plutôt, sont à même de pouvoir réaliser plein de choses à partir du moment où il y a une structure d'encadrement et d'accompagnement qui est à la hauteur. Et c'est là où, en fait, on se trompe beaucoup de... même vous, à un moment donné, vous avez certainement eu un moment donné où vous étiez peut-être moins bien. Qu'est-ce qui fait que vous remontez? C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous aide, qui est là, qui vous accompagne. C'est ça, le management. Et à partir du moment où on aura compris ça, surtout sur notre territoire, on aura compris qu'on fait beaucoup de choses dans l'entreprise et avec l'entreprise. Alors Francis, une avant-dernière chose, quelqu'un qui regarde là en ce moment, je dis, bon ok, j'ai un projet de maison à vendre, à louer, etc. Comment on intervient par rapport à l'interaction avec Tutila? Vous nous appelez, on prend rendez-vous et puis derrière, vous serez dans les mains de professionnels. On a fait le calcul de toutes les personnes qui sont dans le bâtiment de l'entreprise en termes de nombre d'années cumulées, on est à plus de 140 ans. Donc ça vous donne une petite idée de la maîtrise qu'on a du secteur de l'habitat. Il y a aussi le coût. Le coût est toujours lié et toujours en relation avec la réalité du travail effectué. On peut toujours avoir, une Skoda et puis vous pouvez avoir une Mercedes. Vous choisissez. Le marché est ouvert. Le marché est ouvert, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ça, exactement. On dit. Et la rapidité de l'exécution, ça c'est très important. On sait que sur nos métiers, alors là, on se place plutôt sur des côté business. Quand on place 1 euro, l'idée, c'est qu'il vous rapporte le plus rapidement possible. Donc, plus les délais vont être courts, plus ils vont être maîtrisés, mieux ce sera. C'est pour ça que Tutila a l'ambition de devenir le numéro 1 de la rénovation durable en Guadeloupe. Tutila ne va pas jusqu'au Airbnb, non? Alors, on peut proposer à nos clients, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, pour être vraiment dans le all-in-one complet, c'est de dire, on va assurer la conciergerie. Et donc, on met en ligne les produits, enfin les appartements qu'on a réalisés en ligne sur Airbnb, Booking, et on se propose même, d'ici 2 ans, d'avoir sur notre site internet un espace dédié pour la location touristique éco-responsable. Oui. C'est important. Une dernière chose, donc Tutila est déjà en position de fonctionner? Aujourd'hui, Tutila, c'est 4 ans d'années de recherche. Alors, on a pris un peu de temps avec les petites années Covid qui nous ont bien perturbés. Et heureusement, d'ailleurs, je remercie encore la BPI et le Crédit Agricole de nous avoir soutenus, sinon on ne serait pas là et on n'a pas créé ces emplois-là. On va réaliser à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et on a un objectif de 70 millions d'euros à 5 ans. Pas qu'en Guadeloupe. Oui. Voilà. Un peu partout. Exactement. C'est parti. Merci, Francis d'être venu dire ça. Beaucoup, merci. Et puis, pas de numéro de téléphone, nous donne... 05 90 22 07 91. 07 91. 91, parce que je sais qu'après, on va m'appeler, on va dire comment les joindre, etc. Et puis sinon, sur Google, vous nous trouvez sur le site internet tutila.gp. On a un site internet qui est merveilleusement bien fait. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Ces précisions, c'est important. Merci. Et voilà, il est pratiquement 14h15, on va terminer. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Céline Urgin et Anaëlle Urbino, 2 sages-femmes, parce que le problème du suivi de la grossesse, de la maternité, c'est très important dans un pays où les gens vieillissent. Il ne faut pas laisser mourir les enfants dans le ventre de leur mère. Donc, le conseil départemental a mis en place tout un dispositif et on a reçu ces 2 femmes. Ensuite, on a eu encore des femmes, mais c'était pour un débat sur le journalisme au féminin avec Ludivine Guiolet, Christelle Théophile, tous les 2 de Guadeloupe Première, Barbara Olivier Zandronis, journaliste indépendante, et Annick Fabrice rédactrice en chef adjoint de France Antilles. On a discuté de la situation de la femme dans le journalisme. Alors, ils m'ont dit, dès le départ, on est femme, pas femme et journaliste, on est femme simplement, ou on est journaliste, mais dire que les femmes, etc. C'était le débat. Et puis, on vient de terminer avec Francis Martin qui vient nous présenter Tutila. Tutila
en 4 étapes. Je rappelle l'habitat éco-responsable, la planète, et bien sûr, coaching des courses, cuisine, salle de bain, sol mur, travaux postes, all in one, c'est le concept, et en respectant l'écosystème, ça aussi c'est très important. Avec Francis, peut-être qu'on aura l'occasion de revoir d'ici quelques temps pour faire un petit peu de bilan. Avec grand plaisir. Mais moi aussi. Sinon, l'actualité, c'était la signature à Trois-Rivières de la Ville Bleue d'Avenir, la première édition du boulevard des Arts à Sainte-Anne, et puis l'ouverture de la fête des crabes, et puis nous sommes allés à la conférence de presse donnée par le Sénat à Paris sur la question très importante de la continuité territoriale, la question des prix des billets en ce moment entre la Guadeloupe et la France, mais même entre la Guadeloupe et les îles comme les Saintes-Désirades, Marie-Galante. C'est très important. Madame Conconne, qui était ici en Guadeloupe récemment pour cette mission, a fait un premier compte-rendu. Elle n'est pas satisfaite. Elle vous a bien fait comprendre que pour la Corse, on est à environ, l'aide est à peu près de 256 €, et pour nos territoires, à peine à 16 €. Donc il y a encore beaucoup à ramer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan, et puis on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCE. Ciao, bye bye.